Salut, bonsoir, bonjour tout le monde. Bienvenue dans le nouvel épisode de Indispensable, l'émission qui revient sur le meilleur des comics ou pas. Bientôt 12 numéros, je crois que c'est le 12e même d'ailleurs si je ne me trompe pas dans mon calcul. Donc 12e épisode, on fête un peu l'anniversaire de Indispensable, ça fait un an que l'émission a commencé. Et si vous nous rejoignez à l'occasion de cet épisode, eh bien, l'objectif de ce podcast, c'est de revenir sur les comics qui sont considérés par l'ensemble de la communauté des lecteurs et lectrices de comics comme étant les meilleurs, les indispensables du comics. Et on essaie de voir avec nos propres avis, forcément hyper subjectifs et plein de mauvaise foi, comme on en a si bien l'habitude. On essaie de savoir si ce sont vraiment, à notre sens, à notre avis, des indispensables. Je suis Comics Grinch et ce soir, je suis accompagné par 3 membres de la rédaction lescomics.fr, du collectif lescomics.fr. Je vais commencer par la nouvelle qui nous rejoint pour l'émission Indispensable. Elle ne sait pas dans quoi elle a mis les pieds, la pauvre. J'espère que vous allez la soutenir avec force. C'est Batsy de la caverne de Batsy. Salut, comment tu vas? Bonsoir, écoute, ça va bien. J'ai hâte de commencer. T'as hâte de commencer? Bon bah c'est cool. Voilà, Déjà, pour défendre le titre. Oui, il paraît que tu vas être la défenseuse ce soir, donc Voilà. Batsy joue en défense. C'est ça, Batsy joue en défense ce soir. Ça tombe bien, au moment où on enregistre, c'est le premier match de l'équipe de France dans l'Euro. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais en tout cas, Batsy assure la défense ce soir. À mes côtés, vous avez reconnu peut-être sa voix, c'est Sergent Fred de Shaw. Oui, bonsoir, oui, c'est tout à fait moi. C'est tout à fait toi, c'est monsieur derrière, enfin la moitié derrière Cochonulk. Comment va Cochonulk? Eh bien, Cochonulk va bien. J'ai encore quelques envois, quelques dédicaces à faire. Je dis quelques, mais en vérité, ça doit être une bonne vingtaine. Et puis après, on va attaquer gentiment le scénario du 3. Ok, cool. On soutient ça, bien évidemment. Et enfin, le troisième larron à nos côtés, c'est Dr Comics. Comment tu vas, Docteur? Eh ben ça va très 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 bien. Bonjour, bonsoir selon l'heure à tous et à toutes. Ravi d'être ici. Eh bien, ravi de t'accueillir. Vous avez certainement dû le voir en cliquant sur cet épisode. Nous allons parler ce soir de Spider-Man Bleu. Spider-Man Bleu, c'est un titre scénarisé par Jeff Lubb et dessiné par Tim Sale, qui est paru au début des années 2000, si je ne dis pas trop de bêtises, si ma mémoire ne me fait pas trop défaut. C'est bien ça. C'est ça. Hein. Et Dr Comics va d'abord nous présenter le duo Jeff Lubb et Tim Sale, un duo qu'on pourrait qualifier quand même de iconique dans l'industrie. Ouais, tout à fait. Bon, ils en sont pas à leur premier coup d'essai. Hein. C'est un duo d'auteurs assez iconique, surtout pour Tim Sale en tant que dessinateur qui a fait beaucoup de projets. Jeff Lubb en a fait aussi quelques-uns, mais Tim Sale est encore actif dans l'industrie par rapport à Jeff Lubb. Et ce duo, il s'est déjà retrouvé, que ce soit chez DC Comics ou chez Marvel. Donc chez DC, vous avez pu les lire sur les récits Batman, Un long Halloween et Amère Victoire, qui ont fait quand même, qui ont plutôt rassemblé les gens. C'est des récits qui sont de très grande qualité, qui mettent vraiment en avant le côté polar et détective de Batman. Et d'ailleurs, il me semble, alors c'est récent, mais que Un long Halloween la sort en long métrage d'animation. Il me semble que c'est fait maintenant. Ouais, ça va être fait, ouais. Voilà, donc il y a quand même un sacré plébiscite autour de ces titres. Et ils se sont retrouvés aussi chez Marvel pour une trilogie, une trilogie de titres qui avait pour but de remettre un peu en avant certains personnages et de présenter des moments importants de leur vie. Donc ce Spider-Man bleu et ce Daredevil jaune également et Hulk gris. Voilà, ils sont en fait une sorte de fausse trilogie qui reprennent ces personnages iconiques pour dresser un peu un portrait de moments importants de leur vie. Et puis on a pu les retrouver chacun dans d'autres travaux. Jeff Lubb a notamment travaillé avec Jim Lee sur Batman Silence, dont on a fait aussi un épisode. Non, pas encore. Non. Pas encore? Ou c'est prévu? Non. C'est prévu que je le trace. On a fait on a fait le Snyder. Mais il y aura un silence, parce que c'est quand même un récit qui était assez important aussi. Il a fait aussi quelques autres récits. Et puis Tim Sale, lui, a travaillé de son côté, notamment sur un excellent récit Superman, For All Season, que vous pouvez pas trouver actuellement en France. Mais bon, si Urban nous écoute, c'est le moment ou jamais. Faut réimprimer. Et donc voilà, c'était un duo assez iconique. Ouais, sachant que Jeff Lubb, il s'est pas mal éloigné du coup de l'industrie des comics, comme tu le disais. Aujourd'hui, il a surtout chapeauté les séries télé Marvel Netflix, avec une gestion
gestion plutôt catastrophique de ce truc-là, mais bon, c'est peut-être pas forcément que de sa faute. Même s'il y avait des rumeurs que son con. Ouais, et puis du coup, enfin, ils sont revenus ensemble. T'as dit que c'était une trilogie, mais je permets juste une précision. Ils ont fait aussi Captain America Blanc, qui revenait sur la relation du coup entre Steve et Bucky, qui avait pas forcément été aussi bien accueilli que les autres. Aussi parce que le style de Tim Sale aujourd'hui, c'est un artiste dont le trait a un peu vieilli. Je sais pas, vous, Fred, Batsy, Docteur, ce que vous pensez de Tim Sale ou de Jeff Lobb? Bah, j'allais justement dire qu'il fallait qu'il s'éloigne un peu plus. Donc, ça tombe bien que t'en parles. Ouais, moi, je me souviens. Ouais, vas-y. Ouais, j'en ai déjà un petit peu parlé. J'ai un petit peu de mal avec les artistes qui tournent du côté cartoon. Et clairement, autant là, je dirais sur Spider-Man, autant son Spider-Man me va, autant les méchants, je les trouve pas crédibles une seconde graphiquement. Et ça me pose problème. Ouais, c'est la même chose, c'est très old school, quoi. Le dessin, après, c'est t'aimes ou t'aimes pas, quoi. Moi, ça va. Pour le Spider-Man, ça va. Moins pour le Daredevil. Ah oui, c'est de l'époque, ouais. Enfin, moi, je vous invite juste à lire dans le run de Tom King du Batman, là, sur le numéro anniversaire du mariage, justement, Catwoman-Batman, la page qu'il a dessinée, voilà. Avec ce Batman à tête d'ampoule qui se fait étrangler par Catwoman. Regardez juste ça et vous verrez pourquoi, là, actuellement, à l'heure actuelle, c'est même plus du old school, quoi. C'est Frank Miller aujourd'hui aussi, quoi. C'est maintenant, ils sont plus capables d'assurer des planches vraiment potables. Enfin, à mon avis, de mon point de vue. Ouais, il faisait beaucoup de couvertures variantes, notamment au début de Batman Rebirth. Tim Sale, je crois que sur tout le premier arc, et même peut-être un peu plus, il a fait des variantes et ouais, c'était vraiment pas joli à regarder, quoi. Ouais. Moi, ça ressemble un peu à des auteurs, tu vois, comme des dessinateurs comme qui travaillent avec Azzarello souvent. Je me souviens plus de son nom. Risso. Voilà, oui, c'est un peu l'école là en fait. Risso, c'est un peu, mais à la même école, mais voilà, Risso est à des années-lumière de ce que fait Tim Sale. Ouais, moi Tim Sale, je suis pas un grand. J'aimais bien ses travaux à Halloween. J'aime bien les jeux sur les ombres qu'il fait Tim Sale. Après voilà, je suis pas ouf non plus plus que ça. Et Jeff Lobb, c'est un scénariste que j'aime pas du tout. Donc à part un long Halloween, je crois que c'est le seul truc que j'ai apprécié de lui. Sinon, je trouve que il scénarise étron sur étron ou récit moyen sur récit moyen. Donc c'est vraiment pas. C'est pas un scénariste qui m'enchante plus que ça, mais même si sur sa trilogie bleue de couleurs, je trouve, enfin sa quadrilogie de couleurs, il fait un peu des efforts pour changer un peu, mais sinon, enfin voilà, Batman Silence, c'est pas un récit que je porte dans mon cœur. Il y a vraiment que un long Halloween que j'aime d'amour. Ok, eh bien écoutez, pour nous présenter un peu de quoi est-ce que ça parle Spider-Man bleu, parce que bon, Spider-Man bleu pourquoi, on ne sait pas, mais c'est Batsy va nous expliquer un peu de quoi est-ce qu'il retourne dans ce récit. Alors, dans ce récit, c'est un Spider-Man nostalgique de son passé, mais surtout de son premier amour en la personne de Gwen Stacy, celle qui n'a pas pu sauver. Il se demande ce que sa vie aurait été avec elle, mais alors c'est au travers d'une bande audio, on va dire, qu'il rend hommage à la première femme qu'il a aimée. Bah c'est ça, ouais, c'est exactement ça. C'est bleu en fait, pour préciser un peu, c'est la couleur de la mélancolie, de la nostalgie, donc c'est pour ça que... Ouais, donc on est en 2002, il est donc en couple avec Mary Jane et il se remémore l'époque où il va se mettre en couple avec Gwen Stacy. Bon, techniquement on est dans les années 70, même si évidemment dans une timeline Marvel, il n'a pas vieilli tant que ça, quoi. Bah tu sais bien qu'on vieillit pas dans les comics. On vieillit peu, effectivement. On vieillit peu, c'est ça. Sauf quand il y a Benny qui passe et que tu t'appelles Jonathan Kent. Ça, c'est fait. Le petit fion est sorti. Bref. La touche de mon chauve préféré, attention. C'est ce qu'on va faire, c'est que on va présenter un peu chacun notre relation avec Spider-Man. Je pense que ce sera plus intéressant que notre découverte, parce qu'en fait tous les quatre, je le dis tout de suite, on a découvert en fait ce récit avec le Printemps des Comics, l'offre promotionnelle de Panini Comics avec des titres à prix réduit. Donc voilà, on va pas. Je pense que c'est plus intéressant qu'on présente en fait ce qu'on pense de Spider-Man. Fred, du coup, toi, Spider-Man, c'est un perso que t'aimes bien? Alors c'est un perso que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un des premiers où j'ai eu une continuité de ses aventures. Bon, je vous parle de ça quand j'ai commencé les comics dans les années 90. Donc voilà, c'était les périodiques, c'était Strange, c'était Nova, je crois qu'il y avait 2 ou 3 séries à l'époque, au moins Strange et Nova, et dans Spidey, je suis bête.
Voilà, et donc, oui, c'est un des persos que j'ai bouffé le plus à cette époque-là, et que j'ai suivi avec les versions intégrales ensuite, même y compris la saga du clone, si vous dire si j'étais accro. Euh, et donc forcément, oui, c'est un personnage avec lequel j'ai beaucoup d'accroche. Ouais. Ouais, pour moi, c'était un personnage que j'aimais bien, mais que la grosse majorité de ma vie, je l'ai découvert par la série télé quand j'étais plus jeune, le dessin animé. Je veux dire, pardon, le fameux premier dessin animé qui était vraiment cool d'ailleurs, pour ceux qui ont pu le voir à l'époque, qui faisait partie un peu de toute cette vague de dessins animés avec le Batman de 91, 92 et la série X-Men aussi d'animation, etc. Où il y avait pas mal de séries d'animation assez chouettes en fait pour découvrir les super-héros. J'ai cru que tu parlais de la série des années 70 à un moment. Ah non, non, non. Ah, il est pas si vieux. Mais quand même. Ouais, j'ai un tout petit peu de marge. Non, mais le fameux dessin animé, c'est ça qui était de cette époque-là, qui était très chouette. Puis les films de Sam Raimi aussi, forcément, qui les deux premiers m'avaient beaucoup, beaucoup plu. D'ailleurs, il n'y en a eu que deux, je crois, hein, il me semble. On n'a pas. Non, Oui, je crois. Oui. Non. Ah bon Non. Ouvrez les yeux, les gars, il y en a 3, ouvrez. Ah merde, Ah bon. c'est comme Indiana Jones, non, c'est ça, il y en a eu que un, il y en a eu trois, je sais plus. Non, 2 aussi. Mais bref, voilà, non, moi, c'était beaucoup télévisuel, que ce soit animation ou film. J'ai découvert récemment le run de Dan Slott, quasiment tout, je crois que j'ai quasiment dû avoir tout le run de Dan Slott. Le seul comic Spider-Man que j'avais chez moi, c'était le Life Story de Darcy, qui m'avait beaucoup plu, qui m'avait permis de dresser un peu un portrait du personnage. Mais j'ai pas une affinité particulière pour le personnage. J'aime bien ce qu'il représente, j'aime bien l'image qu'il a, mais en général, je suis pas toujours fan de comment il est représenté, en tout cas dans les autres comics où c'est pas le personnage principal. Un peu comme le petit blagueur de service, voilà, c'est pas. Donc j'ai pas une affinité particulière pour le personnage. Moi, c'est un héros que j'ai connu à l'âge de 10 ans grâce à mon père qui est fan de comics. Donc, moi, il m'a tout de suite plu avec son costume, sa sympathie. Puis, je trouve il est plus facile d'accès pour lire que d'autres héros. Oui. Surtout sur les anciens récits. Je trouve que c'est plus facile à lire que des anciens récits comme les X-Men et autres, ou les 4 Fantastiques. Je trouve que pas besoin d'avoir lu autant de récits sur lui pour le comprendre, quoi. Je pense que c'est qu'il y a beaucoup de films et beaucoup de choses, comme c'est comme Batman en fait. On a tous dans l'imaginaire, on connaît beaucoup de choses sur Batman sans vraiment s'en rendre compte. Ouais, puis là, comme tu as cité aussi les films de Sam Raimi, pour moi c'était mythique. Donc, Ah oui, les premiers étaient magnifiques, hein, ouais, c'est vrai. Voilà. Oui, puis il y a qu'un seul personnage qui est aussi avec des problématiques assez du quotidien. Voilà, c'est un personnage qui est assez, comme on le dit, hein, c'est le super-héros de la rue. Donc, on est loin des problèmes cosmiques ou de communauté ou de voilà. Donc forcément, ça, pour s'impliquer, c'est un peu plus pratique peut-être pour quand on débute le comics, effectivement. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'il est assez facile. Il est assez bien pour ça, Spider-Man, parce que mine de rien, il a des problématiques comme tout le monde, quoi. Donc c'est assez facile de s'attacher à lui. Donc c'est quand même assez cool de ce côté-là, je trouve. Ouais. Moi, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Un peu comme toi, Docteur, je l'ai découvert vraiment avec le dessin animé des années 90. Où on avait cette sensation un peu bizarre qu'il avait 40 balais avec les dessins, mais sinon c'était vraiment un chouette dessin animé. C'était très cool. J'ai découvert plein de trucs du coup sur l'univers du perso et après ouais, ça a été. Je crois qu'un des premiers comics que j'ai lu devait avoir Spidey dedans, parce que je crois que c'était un team-up Spidey Captain America. Et donc c'était de la série Spider-Man Team Up. Et puis après, ça devait être les films. Et ouais, quand je me suis remis aux comics, j'avais essayé de lire Dan Slott, mais c'est le run de Dan Slott. Il y a des gros hauts et il y a des gros bas. Donc il est assez pénible à lire, je trouve. Et puis. C'est lequel, le run de Dan Slott? Ça parle de quoi? Je me souviens plus. Tu sais, c'est après que Straczynski soit parti, donc tout a été rebooté, c'est-à-dire que le mariage avec Mary Jane n'existe plus, et donc oui. Dan Slott commence à ce moment-là, mais il est en roulement avec d'autres scénaristes, et il va commencer à mettre en place des nouveaux personnages, comme Carly Cooper par exemple. Il va renouveler certaines menaces, comme un des bouffons, alors je sais jamais lequel, parce qu'il y en a tellement, 36 millions. C'est le bouffon gris là, qui a un autre nom. Ouais, ça doit être ça, celui qui est un peu... Enfin, ils sont tous schizo, j'allais dire, donc... Il y a les grosses phases supérieures aussi. Ouais, c'est ça, c'est notamment le gros morceau de Dan Slott, c'est en effet Spider-Man Supérieur, donc avec... Ah, je mets bien ça par contre. Ouais, moi c'est un de mes morceaux préférés, ouais, carrément. C'est très très bon celui-là, ouais. C'est vraiment très très bien. Bon, il y a Spider-Verse, du coup. Yes. Il y a la conspiration des clones. Il y a pas mal de... mais... Ouais, j'aime bien la conspiration des clones, je le préfère à Spider-Verse d'ailleurs. Mais... Ah ouais? Oh non, pas moi.
Ouais. Bah tant pis. Enfin, un jour, on Resteront fera des peut-être un indispensable sur ce run de Dan Slott en 25 épisodes, parce qu'il est tellement long. Voilà. Bon, bah écoutez, et du coup, donc votre avis un peu sur Spider-Man bleu, je vais y arriver, rapidement, sans spoiler. Bon, on va commencer par toi, Batsy. Voilà, moi, c'est un récit qui m'a ému. C'est un bel hommage au personnage de Gwen, quoique par moments maladroit, je trouve, par rapport à Mary Jane, mais ça, j'en parlerai plus tard. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai bien aimé. Fred? Alors oui, c'est une jolie photographie d'époque comme ça, mais premièrement, on n'est pas vraiment, comment dirais-je, très fidèle. Après, comme c'est fait par le biais d'un récit, voilà, on peut se dire que les souvenirs sont enjolivés, etc. Et que donc c'est normal qu'on prenne quelques libertés avec le récit d'origine. Et deuxièmement, eh ben en fait, on élude, enfin, on ne parle pas du tout de l'événement principal. Enfin, on en parle, mais il n'est pas dans le comics, quoi. Et Dr. Comics? Bah moi, comme tu l'as dit au début, moi je fais comme vous, j'ai découvert je me suis dit, je vais l'acheter pour le printemps, l'excellente opération du printemps, on aura l'occasion peut-être de reparler. Et voilà, je savais que enfin, j'ai vu tout le monde dire que c'était un récit extraordinaire, un récit merveilleux, un récit, voilà, donc moi j'étais assez impatient, je me dis, bon bah c'est cool, il va y avoir un truc. Et je pense que pendant tout le long du récit, j'ai cherché la hype, j'ai cherché le mythique, et bah je l'ai pas trouvé, hein, donc j'ai peut-être pas lu, Est-ce ou alors je suis peut-être passé complètement à côté. T'as tourné les Mais pages trop vite, c'était caché entre la reliure. ah, c'est ça, ouais, mais il était Ah bien oui. collé le mien, donc j'ai pas pu le. Je dis bon, bah tant pis. Pour une fois, il était bien collé le mien, donc tant pis. Non, mais plus sérieusement, ouais, j'ai passé un moment sympa, mais j'avais l'impression de lire un peu une page de Wikipédia illustrée, quoi. Un résumé de peut-être de 70 numéros, je sais pas combien ça se fait à l'époque, mais voilà, ça se lit, c'est sympa d'un point de vue peut-être historique, et encore, je pense qu'il y a des libertés qui ont été prises, comme tu l'as dit, mais ouais, non, j'ai pas vu le récit coup de poing et bluffant que j'attendais, quoi. Je vais vous rejoindre tous les deux. Donc, c'est vrai que Batsy va vraiment être la caution ce soir un peu pour défendre le titre, en tous les cas, pour expliquer ce qu'elle a trouvé. Donc, ça va être intéressant finalement. Euh, Moi, c'est surtout, en fait, le gros problème, c'est que bah, déjà, je lis Spider-Man bleu. Donc, bleu, c'est la couleur de la nostalgie. Je m'attends à une ambiance triste, un peu feutrée. Pas forcément que ce soit non plus chouinant tout le temps et larmoyant. Mais je m'attends quand même à quelque chose d'un peu cotonneux, de mélancolique, qui respecte un peu le personnage de Gwen. Donc déjà, c'est un peu la première catastrophe. Je trouve que le personnage de Gwen et aussi le personnage de Mary Jane qui interviennent sont écrits, mais c'est une catastrophe absolue, je trouve. Jeff Loeb, faut vraiment pas qu'il écrive des personnages féminins. Enfin déjà, c'est pareil dans Daredevil Jaune quand il écrit Karen, c'est juste envie de foutre la tête dans un mur, hein. Tellement c'est ignoble d'écrire des personnages féminins comme ça. En fait, je trouve qu'il y a, enfin, du coup, je m'attendais vraiment à un récit sensible avec une expression des émotions de Peter. Ça arrive dans quelques cases de narration. Je trouve que, par exemple, les premières pages sont très réussies. Les dernières pages sont très réussies, mais donc ça fait 6 pages au total. Mais tout ce qu'il y a entre, bah, j'ai juste eu en fait l'impression de lire un récit lambda de super-héros où en fait Spidey va affronter un maximum de ses adversaires sans forcément que ça aille beaucoup plus loin. Il y a la relation. Et en fait, je trouve même pas que la relation avec Gwen, on la voit se construire en fait. C'est un des gros soucis que j'ai avec le récit. Je pensais au moins qu'il y aurait ce truc-là. Et en fait, pas du tout. C'est. En fait, ils sont ensemble plus ou moins. Il n'y a jamais cette espèce de mise en place en fait. C'est vraiment, je trouve ça très étrange, très maladroit dans la construction. Enfin, très bizarre. C'est vrai qu'on passe beaucoup de temps avec ces ennemis là qui sont rassemblés, enfin qui défilent un par un. Alors je pense que bon, bah, l'idée c'est simplement de dire la vie de Spider-Man empiète sur celle de Peter Parker, c'est vrai, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est vrai que du coup, c'est un peu au détriment du reste, quoi. C'est méta sûrement. Peut-être, ouais, mais moi j'ai trouvé ça méta chiant. Donc. C'est vrai que oui, vous n'avez pas tort, je vous rejoins aussi. Il y a trop de vilains dans ce récit. Ah, tu vas voir, à la fin, elle sera d'accord avec nous. Oui, je vais changer d'avis. Qui n'était Ça pas va être ça, le nécessaire. Oui, twist. c'est vrai que j'aurais plus vu la relation entre Gwen et Peter se construire que plutôt qui combat des méchants, quoi. Bah, surtout que au début du récit, tu as vraiment ces cases-là où
te prépare à ça, quoi, à cette romance, à tes plus grands amours que j'ai jamais eu. Bon, déjà, c'est sympa pour ta femme, quoi. Merci. Mais, Ouais. mais enfin, voilà, t'as jamais l'impression, en fait, que ça se construit, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont pas ensemble et à un moment, ils sont ensemble. Et C'est ça. j'ai rien vu se construire, en fait. Et c'est chiant. Ça m'a vraiment frustré. Tout ce qu'on voit, c'est Peter qui traîne des pieds, qui fait qui a zéro initiative, et en gros, faut aller le pécho, sinon il fait rien, quoi. Eh ben, écoutez, merci du coup pour ces avis, cette petite discussion qu'on a déjà un peu entamée. On va donc passer maintenant au gros morceau. Donc parti avec spoiler cette fois. Donc évidemment, si vous n'avez pas lu Spider-Man bleu, barrez-vous. Ça vous évitera certaines surprises qui seront éventées, même si je ne sais pas s'il y a vraiment grand-chose à éventer dans le récit, mais bon. On connaît quand même tous, on connaît tous l'histoire, quoi. Donc bon, voilà. Ce Spider-Man bleu. La première chose, avant qu'on aille vraiment dans le détail, là, histoire d'amour et tous ces trucs-là, ce sur quoi je voulais revenir, c'était un peu le contexte en fait. Spider-Man bleu, donc c'est un récit qui se passe essentiellement dans le passé, puisque Peter raconte donc c'est son premier amour avec Gwen, donc c'est vraiment c'est au début de sa relation, au début de sa carrière, pardon. Et je voulais juste revenir sur un peu la vision du passé qu'instille Jeff Lubb et Tim Sale. Est-ce que on est sur un récit qui fait trop peut-être dans la nostalgie à certains moments, ou est-ce que l'équilibre est plutôt modéré? Est-ce que c'est un bel hommage aussi à cette époque-là du comics qui a donné naissance en fait au personnage de Spidey? Je sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez répéter la question? Je peux répéter la question. Je peux répéter la question, pardon. Donc la question était en deux parties en fait. La première partie, c'est de savoir si le récit est on va commencer par là. Le récit, est-ce que c'est un bel hommage à cette époque alors, je sais plus si c'est l'âge d'or, quel âge c'est du comics, mais est-ce que c'est un bel hommage du coup à cette époque dont parle le comics? Alors, on est dans le Silver Age, d'ailleurs. La mort, enfin pour certains en tout cas, la mort de Gwen Stacy signe la fin du Silver Age et de cette innocence, en fait, voilà, qui est censée être un petit peu pas le thème, mais bon, la récurrence de cet âge, donc des années 60 aux années 70, quoi. Mais du coup, tu trouves que c'est un bel hommage au Silver Age Eh pas bien, pas non. le gars tout en finesse, non, pas du tout, non. Écoute, non, parce que du Silver Age, je vois pas grand-chose. Je vois des gars qui se bastonnent. Je suis pas sûr que Spider-Man, Peter Parker est peut-être un bon exemple du Silver Age, mais pas forcément Spider-Man. Alors c'est pas facile à expliquer, mais peut-être parce que Spider-Man n'est pas un héros qui a beaucoup évolué de ce côté-là. Et du coup, effectivement, on est obligé de se racoler, si on veut voir du Silver Age, dans ses relations qu'il a donc avec ses amis, etc. Et comme comme je le disais tout à l'heure, c'est un petit peu vampirisé par ces affrontements de vilains qui vont c'est quoi le mot? Aidez-moi, s'il vous plaît. Qui vont ponctuer le récit de manière intempestive. Voilà, qui vont se suivre. Allez, c'est pas le mot que je cherchais, mais ça passe. Donc se succéder. Se succéder, c'est bien, ça, j'aime. Merci beaucoup, monsieur le bibliothécaire. Et donc, alors quelque part, je suis peut-être mauvaise langue parce que des héros qui se succèdent, des méchants qui se succèdent comme ça pour tarter le héros, quelque part, c'est très Silver Age. Hein. Donc peut-être que je vais revenir sur ma critique finalement. C'est peut-être pas le meilleur côté du Silver Age, mais finalement, c'est peut-être relativement Silver Age quand même. Ah, c'est peut-être le plus simple au final, je sais pas ce que vous en pensez les autres, mais. Moi, je vais pas te dire de bêtises parce qu'à part la mort de Gwen et le premier intégral des premiers épisodes de Spider-Man, j'ai lu que ça en old school, on va dire. Après, je suis plus du récent, donc je vais pas dire de bêtises. Mais du coup, est-ce que, je sais pas, Dr. Comics, t'avais quelque chose à ajouter là-dessus? Bon, je sais pas. Enfin, si le fait d'être mal dessiné, c'est typique du Silver Age, ouais, c'est très Silver Age. Alors non, on a des super dessinateurs au Silver Age. Ouais, c'est ce que j'allais dire, quand même. Ça va pas être possible. Non, personnellement, plus sérieusement, non, je trouve pas qu'il faut que j'essaye d'arrêter de dire des conneries, moi, ce soir. Mais non, je trouve qu'il est assez mode dans sa construction et sa narration, mis à part l'assemblage d'ennemis qui arrive au très partage, je trouve qu'il fait assez. Pour avoir lu quelques vieux comics, je retrouve pas cette écriture-là, je retrouve pas cette nostalgie-là. Non, c'est un récit moderne assez lambda, moi j'ai trouvé. Donc
j'ai pas vraiment vu l'hommage à ce type de récit, quoi. Mis à part, comme tu dis, la succession de vilains, quoi. Mais bon, je trouve ça un peu léger, quoi, finalement, pour parler d'hommage. Ouais. Mais du coup, est-ce que c'est pas un récit qui fait un peu cette éloge, une éloge en fait nostalgique de cette époque-là? Je sais pas. Moi, de toute façon, moi, je trouve que cette partie, justement, des méchants, de l'assemblage et du combat de Spider-Man, tout ça, c'est ce qui nuit le plus aux comics. Donc, quelque part, peut-être en voulant rendre hommage à l'époque, c'est ce qui nuit le plus au scénario et à l'histoire nostalgique qu'ils veulent raconter. Donc, je sais pas. J'ai trouvé assez maladroit là-dessus le récit, je trouve. Ouais, c'est peut-être ça, c'est peut-être une maladresse. Il a peut-être fallu trouver un trick pour faire comprendre ça sans en coller des tartines de page, quoi. En fait, on n'aurait pas vu, quasiment pas vu Spider-Man dedans en costume, ça m'aurait pas spécialement dérangé, en fait, vu la thématique du récit. Ça aurait très bien pu être quelques petits moments un peu éclipsés comme ça, mais le côté intrigue avec les vilains, pour moi, ça apporte rien à la romance avec Gwen Stacy, quoi. Et à cette nostalgie, justement. Vas-y. Je suis désolé, je suis obligé de revenir sur un fait, c'est que dans les années 70, outre Romita Senior, on a aussi Ross Andru qui est peut-être encore aujourd'hui mon dessinateur préféré de Spider-Man. Donc attention, Dr. Comics, ça va chauffer. Non, mais il est jeune, il connaît rien, c'est pour ça. Ah, on peut plus faire de blagues, il n'y a plus de décolle ici. Ok, d'accord. Non, mais je vois l'ambiance. Très bien. Je vais regarder le match de foot. Tu regarderas, tu chercheras Ross Andru, Spider-Man. Choper quelques cases, quelques planches, tu me diras si ça te plaît. Je sais pas, Bapti, est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Non, je suis plutôt d'accord avec le fait que il y a trop de méchants dans ce récit. Ouais. Et vous allez peut-être me faire changer d'avis, hein, mais. Ah, on va voir, on verra à la fin. Est-ce que tu répondras à la fameuse question? Mais c'est vrai qu'on, mais Jeff Loeb a l'habitude aussi de construire des récits un peu, j'aime bien appeler ça des récits all-star, c'est-à-dire des récits avec beaucoup de super vilains. Enfin, Batman Silence, il y a tous les super vilains, quasiment toute la galerie de super vilains qui y passe. Un Long Halloween, c'est pareil. Après, je pourrais en parler, c'est parce que je vais me faire insulter, hein, mais j'ai pas encore lu Batman à Long Halloween. Bah, c'est pas grave, écoute. Je suis fan de Batman, mais je ne l'ai pas encore acheté. Il est très bien. Il est très. Enfin, moi, c'est un de mes récits préférés de Batman. Ouais. Mais bon, il coûte cher aussi. Donc. Mais du coup, il est plutôt coutumier du fait, en fait, Jeff Loeb. Donc c'est vrai que. Alors moi, je vous rejoins, je suis d'accord. Je trouve qu'il y a trop de super vilains. C'est trop intempestif. Ça arrive un peu souvent comme un cheveu sur la soupe. Ce qu'il y a d'intéressant à chaque fois dans la vie c'est que la vie de Spider-Man prend toujours le pas sur celle de Peter. Et Peter n'arrive jamais à régler ses soucis perso parce qu'il n'arrive jamais à mettre de côté en fait son côté Spider-Man. Mais je trouve que c'est fait de manière trop systématique en fait dans le récit quoi. C'est-à-dire que il y en a partout quoi. Putain, en fait, j'ai plus eu l'impression d'avoir des bastons contre des super vilains que justement une construction de relation amoureuse avec Gwen. Donc c'est quand même un peu chiant là-dessus quoi. Oui, c'est ça. On comprend le principe. Après, au bout d'un moment, on a compris le principe. Si tu pouvais nous trouver autre chose pour nous faire passer le message, ce serait pas mal. Mais enfin bon. C'est ça. Et puis surtout, tu vois, moi, je m'attendais à ce que, d'accord, il y a le bouffon vert en fond, on le voit. Et je m'attendais que du coup, à la fin, ça arrive avec le moment fatal, quoi, le moment de la mort de Gwen. Non. Ah, bon, écoute. Et j'ai trouvé ça vraiment. Et c'est anticlimatique. Et du coup, si vous me suivez un peu, déjà, vous savez que les trucs anticlimatiques, ça a le ton de me gonfler, mais à un point juste pas possible. Et vraiment, j'ai trouvé ça con, quoi. Enfin, vraiment. Donc, par exemple, l'anticyclone des Açores, c'est pas ton truc, quoi. Non, je suis pas trop, tu vois. Ah, ok. Ouais, du coup, c'est dommage, quoi, parce qu'en plus, les bastons, moi, Team Cell, du coup, je l'aime bien sur ce récit-là, je trouve que ses dessins sont plutôt chouettes, les compositions sont plutôt claires, c'est assez, ça respire, quoi, donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal de ce côté-là, mais au niveau scénaristique, c'est beaucoup trop systématique, quoi. En vrai, son Spider-Man est bien, j'ai été vraiment agréablement surpris, il y a vraiment des belles cases, il y a des belles planches, vraiment des trucs très sympas. J'ai beaucoup de mal avec ces méchants, son rhino à grosse tête, le lézard en caoutchouc, ça par contre j'ai beaucoup plus de mal. Mais vraiment j'ai été très très agréablement surpris par son Spider-Man. Ouais, pareil. Mais surtout que là il change parce que d'habitude Tim Sale c'est vraiment un artiste qui joue beaucoup sur les noirs et là ça pète quoi, il y a vraiment beaucoup de couleurs. C'est vraiment très beau de ce côté-là. Ouais, on a toujours une belle gestion de l'ombre. Hein. Oui. Ça change pas. Ouais,
Habituellement, il a tendance à exagérer sur certains arrondis, sur certaines parties de l'anatomie. Ouais, il lâche un peu son trait, c'est pas toujours très précis. Et là, j'ai une belle case devant moi. Alors, comme il n'y a pas de pagination, je pourrais pas vous dire laquelle, mais c'est un peu vers le début. Et ouais, c'est du beau boulot. Hein. C'est vraiment, il y a du détail, il y a du mouvement, il y a des ombres qui sont bien posées. Non, c'est vraiment cool. Non, il y a des belles cases. Ouais, je me souviens, moi, celle de la maison, quand on voit d'extérieur la maison de Tante May, justement, on la voit vue du jardin, avec l'arbre un peu, avec les feuilles orangées, le vent dans l'herbe, etc. C'est des petits détails comme ça, mais des petites planches qui sont hyper détaillées et pleines de poésie au niveau du couleur et tout, qui rendent bien, quoi. C'est vraiment, il y a des planches incroyables et d'autres qui sont un peu plus, un peu plus légères, quoi. On peut dire. D'ailleurs, ça peut être une vraie question. Hein. Quel âge a Tante May? Quel âge ont les personnages, surtout, j'ai envie de te dire. Ouais. Ouais, ils sont censés avoir 17-18 ans, ils sont encore au lycée, je crois. Ah bah ouais, c'est ça, ouais. Je vais essayer de retrouver une planche avec Tante May. Ah oui. Ouais, c'est vrai qu'on dirait qu'elle va crever dans la seconde quand même. Bref. Alors, par contre, 2 pages avant le Spidey, là, j'ai un bouffon vert en gros plan. Alors, je pense que vous le trouverez facilement, il est dans les premières pages. Et je le trouve il est pas bien beau. affreux. Affreux. Les yeux, le nez, il n'y a rien qui va, quoi. Oui, je vois tout. Je l'aime bien. Un peu comme le Joker, toi. Ouais, mais moi je l'aime bien ce bouffon vert là, avec les traits complètement flingués, tout pointu de partout. Ça me dérange pas, moi. Ah ouais. Alors, je trouve que son nez, déjà, il est bizarre. Je sais pas trop si je le regarde de face ou de profil. C'est Cléopâtre, t'as pas compris. Ses yeux, non, c'est globuleux mais bizarre. Je sais pas. Pour moi, on est trop dans le cartoon. Alors, je sais que c'est un masque, mais j'ai du mal quand même. Ouais. Mais ouais, du coup, même toi, Bapti, tu trouves qu'il y a trop de méchants, c'est ça? Hein. Oui, c'est ça, ouais. Bah, c'est vrai que ça gâche le récit, quoi. Enfin, on voit pas l'histoire de Gwen se développer, quoi. Et c'est toujours. J'ai l'impression qu'elle est en guerre avec. Les planches où on la voit, j'ai l'impression qu'elle est en guerre avec Mary Jane. C'est cette compétition incessante, quoi. Ouais, bah c'est ce qui m'a surpris, moi, personnellement, dans le récit. En fait, du coup, comme je connaissais rien du récit, je pensais vraiment que c'était la naissance de l'amour entre Gwen et Peter, à la limite. Et je pensais pas qu'il y avait MJ dans le récit. Et je trouve que l'irruption de MJ est complètement. Elle est inutile, personnellement, elle est inutile, je trouve. Ah ouais. Ouais, je sais pas. C'était peut-être pour rappeler qu'elle sera là après. Je sais pas trop. Bah, pour moi, on comprend pourquoi Peter a choisi Gwen Stacy. Parce qu'elle est vraiment agaçante au plus haut point. Ah bah t'as envie de lui coller des tartes dans la gueule, MJ. C'est ça. Ah ouais, non, elle est insupportable. Mais c'est là où je trouve justement qu'il y a Enfin, pour avoir lu quelques récits de l'époque, je crois que MJ était déjà un peu écrite comme ça à l'époque, c'est-à-dire un peu très on va dire allumeuse, quoi, même si le terme et ça a quand même bien mal changé choisi. aussi avec le temps, heureusement d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Mais c'est justement ça, tu vois, je me dis, je pense que Jeff Lubb, il a voulu faire un hommage à cette époque-là, donc la rendre un peu toujours très dans le flirt avec les garçons, très dans la drague constante, mais il aurait pu moderniser ça en fait, parce que là on a juste l'impression qu'elle a envie de se taper tout le monde et c'est assez dérangeant en fait. Bah, quelque part, j'ai envie de te dire, c'est ce qu'il a fait, je pense, parce que bon, il y a un petit moment que j'ai pas relu Mestange, mais effectivement, elle a un côté très, comment dirais-je, évaporé, un peu joyeux jusqu'à l'excès, tu vois, tout le temps très très énergique, très tout ça. Par contre, je me souvenais pas qu'elle était dans l'allumage systématique comme ça. Donc je pense que c'est justement pour la moderniser qu'il a poussé les curseurs, quoi. Ah mais ça pas du tout quoi, en fait c'est là où ça encore plus ça flingue le récit parce que je rejoins complètement Bapti en fait, t'as l'impression t'as un espèce de triangle amoureux qui se forme alors que t'as pas demandé du tout ça toi en tant que lectorat du récit, tu veux pas ça quoi, tu veux l'amour entre Gwen et Peter, t'en as rien à foutre qu'il y a la troisième roue du carrosse qui se greffe au milieu quoi. Et après c'est pareil, quand on regarde la fin du récit, elle a totalement changé, enfin c'est contradictoire quoi. Ouais. Ça, les dernières pages, elle est plus calme, je trouve. Moi, dans la provoque ou je sais pas, ça. Alors, normalement, elle est censée switcher justement après la mort de Gwen. Après, bon, c'est ce que dit Peter dans un des récitatifs justement à la fin, que après la mort de Gwen, elle s'est complètement transformée en fait. Mais ça aurait peut-être été intéressant de montrer cette transformation là, quoi, plutôt que de d'écrire une meuf comme une
on va dire vulgairement comme une grosse chaudasse, comme une cagole de base, qui allume à peu près tous les mecs qu'elle croise, même Peter. Enfin, je trouve vraiment que c'est vraiment, enfin, c'est une écriture complètement anachronique, quoi. Ça va pas du tout, quoi. En vrai, c'est surtout Peter qui allume parce qu'elle renvoie chier Flash, etc. Ben, elle flirte un peu peut-être avec Harry, on sait pas trop. Bon, après, ouais, c'est vraiment sur Peter qu'elle a acheté son dévolu et qu'elle allume à 3000 degrés. Ouais, puis il y a cette séquence de la soirée, là, justement, qui est vers la fin, je crois, c'est dans l'avant-dernier chapitre, je crois, où justement on a Gwen et MJ qui sont un peu la baston de qui c'est qui va le plus allumer, qui c'est qui a la robe la plus sexy, la plus moulante. Oh là là, putain de merde. Enfin, je sais pas, je suis pas une fille, mais je me dis pas que quand tu vas draguer quelqu'un, tu te mets dans cet état-là. Enfin, je sais pas. Moi, c'est ce que je fais, mais après, j'espère que vous me jugerez pas. Je te rejoins Baptiste sur l'écriture de MJ, c'est vraiment. Puis même sa présence, en fait, vraiment, c'est très très étrange, quoi. Et puis, enfin, au fond, même Gwen, quoi. Gwen, au final, elle a pas tant de présence que ça dans le récit, Non, en on la fait. voit très peu, ouais, on la voit très peu, hein, c'est vrai. En fait, c'est plus Peter qui parle de Gwen. Et enfin, j'en parlais un peu hier soir avec ma copine qui a aussi lu le récit. Et elle me disait, en fait, on a l'impression que c'est Peter qui se euh, refantasme, re-romance, en fait, idéalise un peu la vision qu'il avait de Gwen, mais du coup, en la foutant un peu sous le tapis, quoi. En se mettant lui en avant, du coup, il y a un peu une démarche, je trouve, très égocentrique, en fait, et ça me dérange profondément, je crois. Pas faux. Non, puis c'est le fait que Gwen est morte, bon, bah, on va se rabattre sur Mary Jane. Moi, c'est ça aussi qui m'a fait beaucoup rire. Alors, pour le coup, non, ça s'est pas passé comme ça. Ça a été beaucoup Oui, plus non, long. mais là, quand tu lis le récit, t'as l'impression que Ah, c'est vrai que t'as si pas t'as pas. l'histoire d'amour. Voilà, si t'as pas le contexte, tu dis, bah, en fait, c'est parce qu'elle est morte, donc il change de femme, quoi. Effectivement, Ouais, c'est ça. j'y ai pas pensé, mais effectivement, Ouais. je comprends que si t'as pas eu le reste, logiquement, tu en viens à cette Voilà, conclusion. ouais. Et c'est très maladroit, effectivement. Ah bah ouais, c'est très maladroit, quoi. C'est en Oh, mode, bon, Jeff, bah là. putain, qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, bah c'est le Jeff Love, quoi. La première meuf que j'aimais, elle est morte. Bon, je vais prendre la deuxième qui me chauffait bien, quoi. Voilà. Ok, bon, bah écoute. Mais c'est vrai que ouais, ça donne complètement cette impression-là, quoi. Et ça donne encore plus une image de merde, je trouve, de Peter. Peter qui, dans les relations amoureuses, dans la ligne principale, dans la continuité, est déjà vraiment à chier. Mais Ouais, alors là, oh là là. Ouais, c'est pas possible. ça a quand même été le pire mec avec les nanas. Lui. Ouais, je pense qu'il est dans le top quand même. Lui et Daredevil, on va dire que c'est pas trop de sa faute, mais ouais, Spidey. Et du coup, Gwen, du coup, on disait, elle est pas trop présente finalement dans le récit. Est-ce que, bah, fondamentalement, c'est gênant, quoi, parce que c'est censé être un récit sur justement ce souvenir de Gwen et. Bah, heureusement qu'on est sur un truc qui est censé être mythique, anthologie, et dont tout le monde a entendu parler. Parce que si c'est ta première lecture dans l'univers de Spider-Man, à mon avis, ouais, tu vas pas comprendre le récit comme il doit être compris. Il y a trop de décalage, il y a un truc qui va pas. Si tu sais pas que Gwen est morte comme ça, que MJ et voilà, qu'il y a une vraie relation entre eux, tu vois. Mais le problème, j'allais dire, tu peux t'appuyer sur les films, mais non, c'est trop le bordel avec les trois versions. Donc non, si t'as pas un minimum de connaissances, je pense que t'es pas armé pour relire ce récit en fait. C'est dommage, effectivement. Ouais, et puis du coup, t'apprends pas à découvrir Gwen. Enfin, je sais pas si t'avais quelque chose à rajouter, Docteur Comics, mais. Non, je suis d'accord. On le voit au début, ça commence, et puis Mary Jane arrive, elle éclipse tout, et t'as l'impression que c'est Peter MJ, puis finalement il va avec elle parce qu'à la fin il couche avec. Et après c'est fini, t'apprends qu'elle est morte et il revient à son époque, quoi. Donc j'ai pas trop compris. Ouais, j'ai pas vu la romance Gwen et Peter. Ouais, moi en fait, je te rejoins complètement, Docteur. J'ai l'impression que c'est une histoire sur la romance entre MJ et Peter plus que entre la romance Ouais. entre Gwen et Peter. Parce que pour moi, elle a eu aucune importance dans sa vie, mais Gwen, là, quand je lis ça. J'ai l'impression que c'est une fille qu'il a vue, elle lui a plu au début, et puis il l'a croisée de temps en temps, et puis Puis elle est morte. c'est ça. J'ai pas vu de romance idylle où genre il a le cœur déchiré parce que voilà, il s'est gêné avec, ils avaient des plans et c'était fini. Non. Là, pour moi, c'est un coup de cœur qui a disparu avant que ça devienne sérieux, quoi. Donc j'ai. Ah, mais c'est How I Met Your Mother en fait. Sans Barnet, donc ça n'a aucun intérêt. Ah, j'avoue. Ouais, non mais c'est ça en fait. Et ouais, ouais. Du coup, c'est vrai que c'est la réflexion que je me suis fait à la fin. Je me suis dit, mais en fait, il nous raconte l'histoire d'amour entre MJ et
Et Peter, et encore, il nous la raconte de manière hyper maladroite en fait, parce que MJ, on a juste envie de la défoncer et de l'entarter pendant tout le comics parce qu'elle se comporte comme comme une conne quoi. Donc, Ouais. Ouais, non, il y a un gros souci j'ai l'impression qu'il a raté sa cible, quoi. Je sais pas ce qu'il a visé, ce qu'il a essayé de faire, mais qu'il a raté un peu sa cible, quoi. Moi, c'est ça tout le truc en fait, c'est que entre ce côté l'histoire d'amour est un peu raté parce que MJ est pas très intéressante, Gwen n'est pas très présente, et de l'autre côté son récit. Enfin, est-ce que fondamentalement, en récit de super-héros, si on s'attache que au baston de super-vilain, est-ce que même là-dessus, est-ce qu'on peut dire que ça fonctionne? J'ai pas tellement l'impression en fait. Non. Ah non, mais c'est peut-être le souci, c'est d'avoir voulu faire les trois, quoi. Parler et de Mm. MJ, et de Gwen, et de Spider-Man et des vilains, quoi. Et du coup, on est dans une espèce de gloobie-boulga où tout se marche sur les pieds de l'autre, et ça a du mal à Après, il avait fonctionner. peut-être peur. Il avait peut-être peur que si on parlait que de la relation entre Gwen et Peter, ça lasse le lecteur, on va dire, des histoires d'amour. Mais c'est vrai qu'en rajoutant des combats entre les deux qui commencent vite et qui se finissent vite, quoi, entre guillemets, ça freine un peu. Moi, j'étais émue dans les premières pages et à la fin, et c'est vrai qu'au milieu, bof, quoi. Je te rejoins. Mais du coup, c'est quoi qui t'a plu du coup, Bassi, dans le récit? Qu'est-ce qui a fait que t'as réussi à accrocher en fait? C'est la façon dont au début il parle d'elle. Enfin, après, moi, j'ai lu La mort de Gwen. Donc, j'avais Mm. un peu cette attache-là de dire, c'est quand même un truc énorme qu'il a vécu. Après, oui, si t'as pas lu ce récit ou d'autres avec quand Gwen est là, c'est vrai que tu te dis, oui, bon, en fait, il éclipse vite, quoi. Il l'oublie vite, on va dire. Mm. Donc, après, c'est vrai que je vous rejoins sur certains points. Moi, c'est le début et la fin qui m'a le plus touché, on va dire. Fondamentalement, j'ai l'impression que Jeff Loeb a voulu écrire un récit sur le deuil en fait, sur la difficulté de dépasser ce deuil, parce que c'est vrai que la manière dont le récit est structuré, c'est Peter qui enregistre cette bande à une Gwen qui ne pourra jamais finalement l'entendre, et à ce moment-là, elle est encore mariée avec MJ, il est tout seul dans son grenier, il fait ça un peu en scred, et Enfin, moi, donc j'ai un peu... Ouais, vas-y. je te coupe, moi, j'ai plus l'impression qu'elle l'écoutait derrière la porte. Oui. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression là. Donc, c'est pas Oui, bah, ça... vraiment en scred, on va dire. Enfin, mais je trouve ça un peu gênant quand même de parler de ton ex, même si elle est décédée, en sachant que tu es marié avec une nouvelle femme, quoi. Je trouve ça un peu gênant. Oui, mais c'est une poufiasse à l'époque, donc on s'en fout. Oui, voilà, c'est ça, à l'époque. Non, mais je suis d'accord avec toi, j'ai exactement la même analyse en fait. C'est pour ça, c'est ce à quoi j'allais arriver en fait. Je pense qu'il a voulu faire un récit sur le deuil, justement, cette incapacité un peu que Peter a à dépasser le deuil, mais il n'y arrive pas en fait. Enfin, je trouve pas qu'il y En fait, arrive. ça aurait été mieux d'écrire l'histoire, mais sans incorporer Mary Jane, ni à la fin, en fait. Qu'il soit célibataire, mais qu'il parle de Gwen. Le problème, c'est Je trouve que ça que aurait mieux passé. étant écrit dans les années en 2002, Oui, voilà, il ouais. est avec MJ. Donc, Oui, c'est ça. ou alors il aurait fallu que ce soit au cimetière devant sa tombe, même si c'est un peu cliché, au moins on était dans le truc. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah, mais est-ce qu'il vaut pas mieux être dans le cliché que rater complètement sa cible, quoi? Sans doute, oui, sans doute. Je ne vais pas affirmer à fond, mais il y a des chances. Des fois, les clichés, c'est bien parce que on sait que ça fonctionne, quoi. Ou alors, c'était pas encore fait, mais il aurait fait non, ça colle pas au niveau timing. C'est-à-dire, il aurait pu, sur mon idée de I Met Your Mother, il aurait pu aller en parler à Gabriel et Sarah, là, les jumeaux que Gwen a eu avec Osborn, mais c'est beaucoup plus tard. Ouais, c'est plus tard, ouais, c'est quelques années après, donc oui, effectivement, ça aurait été pas mal. L'ambiance de fin, pour moi, c'est ce qu'il aurait dû avoir sur le comic. Cette ambiance de son grenier, nostalgique, triste. Là, on ressent qu'il a ressenti quelque chose pour elle par rapport à tout le reste du comics. Ouais, c'est ça en fait. Mais c'est pour ça, je trouve que c'est, encore une fois, dans l'idée de base, c'est intéressant de vouloir montrer Peter qui est encore bloqué sur cette mort. Après, quand on est habitué des lecteurs de Spidey, on sait pourquoi il est bloqué sur cette mort. C'est parce qu'il se sent responsable de cette mort, parce qu'il a toujours aussi ce doute de savoir est-ce que c'est le bouffon vert qui l'a tué ou est-ce que c'est moi qui l'ai tué en essayant de la rattraper. Et je trouve que c'est un élément très intéressant dans l'histoire de Spider-Man et dans cette relation qu'il a avec Gwen. C'est aussi très lié aux thématiques en fait de Spidey. Moi, le thème de la responsabilité chez Spider-Man, c'est essentiel pour moi et c'est hyper intéressant. Et
c'est un truc qui est même pas évoqué en fait dans le récit parce que ouais, enfin, il en parle pas de ce truc-là. Oui, parce qu'on voit pas la mort de Gwen, donc tu peux pas aborder ça. C'est pour Mm. ça que c'est chelou de s'être arrêté avant, quoi. Ouais, mais c'est ça en fait, c'est hyper chelou pour ça quoi. Enfin, il y a vraiment plein de choix narratifs qui sont hyper étranges quoi. Enfin, moi, je suis arrivé à la fin, je me suis dit, mais il manque un truc, c'est pas possible. Enfin, elle est pas complète l'édition, merde. C'est pour ça qu'elle était à bas prix. Ils sont virés des pages. Enfin, et ouais, du coup, enfin, c'est vraiment, enfin, j'ai vraiment eu ce sentiment en refermant le bouquin de m'être dit, mais en fait, mais pour, et j'en viens vraiment à me demander pourquoi est-ce que tout le monde considère ce récit-là comme un chef-d'œuvre. Alors, je pense que je comprends pourquoi, mais je partage pas du tout l'analyse, quoi. Ouais, c'est le côté, j'ai l'impression que c'est le côté vraiment compile d'une énorme époque résumée en un volume un peu compact qui récolte des suffrages en fait. Non, mais l'idée était sympa, hein, mais Voilà, j'ai sur la l'impression que c'est réalisation. plus l'idée qui récolte les suffrages. Ouais, bah, enfin, moi, ouais, je rejoins, moi, j'ai l'impression que c'est cette idée un peu comme on a à l'heure actuelle avec cette nostalgie des années 80, mais là, du coup, c'est la nostalgie, en fait, vécue par les lecteurs de l'époque, c'est leur attachement, en fait, à Gwen, qui fait qu'ils adorent ce récit, en fait. Parce qu'ils aiment tellement le personnage de Gwen et ce qu'elle représente, qu'ils trouvent enfin, le récit, comme il est, si tu le lis, enfin, je pense que si tu le lis sans trop analyser, tu peux dire juste c'est efficace et ça fonctionne bien, quoi. Mais c'est vrai que dès que tu grattes, Je vous déteste. ça fait Non, te mais rendre c'est compte vrai que c'est que un si récit. t'as pas, c'est vrai, comme je disais, si t'as pas lu d'autres récits sur Gwen, c'est vrai que ça peut être bien, mais après, oui, c'est vrai que en y pensant, vous avez raison, quoi, en fait. J'aime entendre Ah, ça. Je l'aime quand même. C'est pas un comics que je jetterai ou que je ne relirai plus, ça c'est sûr. Mais, Ah, ouais. ouais, moi c'est un peu le paradoxe, c'est que malgré tout ce que j'en dis depuis tout à l'heure, c'est pas un récit que j'ai détesté. Et je pense que, enfin même vous, Fred et Docteur, c'est pas non plus un récit que vous avez détesté. Non, non, je dirais plus Non, que je m'emballais, mais Ouais, voilà, non mais c'est ça. Enfin, fondamentalement, je suis pareil quoi. Enfin, je m'en bats les noix avec quoi. Enfin, C'est ça. Et je pense que peut-être que pour certains lecteurs qui découvrent, qui commencent les comics, je pense que c'est des récits assez accessibles, qui brassent une bonne partie de l'histoire d'un personnage qui peuvent être assez cool. Hein. Donc le fait que ce soit à bas prix et que ça brasse une grosse partie de l'histoire de Spider-Man, ça peut plaire. Hein. Je pense qu'il se lit assez facilement. Il y a certains comics qui ont une écriture un peu difficile, là ça se lit quand même assez facilement, c'est assez fluide. Il a ses qualités quoi. Mais pour moi, bravo. c'est pas l'œuvre incontournable que. C'est pas si quelqu'un me dit, voilà, si on me propose, on me dit Batman, j'ai envie de lire du Batman, je vais dire, bah, essaye le Dark Knight de Frank Miller, ou voilà, il y a des récits qui me viennent. Si on me dit un récit culte de Spider-Man, je vais pas spontanément aller suivre celui-là, quoi. mais je comprends pourquoi enfin, je comprends pourquoi il a cette aura. Et je pense que, Oui. enfin, typiquement, c'est vrai qu'on Kit aurait dû être présent ce soir. Et je pense qu'il me l'aurait parfaitement expliqué. Je pense qu'il l'aurait expliqué comme ça. C'est parce que c'est ce retour à cette époque en fait et à ce personnage. C'est un peu un récit en forme d'hommage à ce personnage-là. Mais enfin, je suis désolé, je trouve que l'hommage il est foiré quoi. Enfin, putain, rendre un hommage comme ça à quelqu'un, c'est pisser sur sa tombe quoi. Enfin, je suis désolé. Bien, c'est un peu le thème du bouquin. En fait, ça aurait dû être lui jaune. En fait. Désolé. Et Daredevil Désolé en pour cette marron, blague. alors, comment ça se passe? Non. Moi, je m'en vais, allez, salut, bye bye. Retourne sur Warzone, toi. Non, mais c'est compliqué comme émission parce que c'est pas des récits qu'on a détestés, c'est des récits qui ont une aura énorme parce que bah suffit de le voir quand même. Enfin, tu regardes les sites de critiques ou quoi que ce soit, c'est quand même des récits qui sont extrêmement marquants. Ah bah même chez Et nous, hein, il a une super note. Donc. bah voilà, oui, tu vois, c'est ça. Et pourtant, bah des fois, mais moi, je sais pas. Après, qu'on arrive trop tard après la hype ou je sais pas. Est-ce que ouais, parce que moi, Je pense pas que Vas-y. je pense pas que ce soit une question de hype. Enfin, vous me connaissez, je déteste le terme survendre, surhyper, ce genre de conneries. Pour moi, c'est juste enfin, c'est de la merde en barre, ce genre d'expression. Je pense pas que ce soit lié à ça. Je pense que, enfin, c'est peut-être juste qu'on n'est pas là parce qu'on est peut-être trop chiant en fait. C'est peut-être Ouais, juste ça en fait. non, mais tu Enfin, vois, c'est on ce que voit tu. plus dans le Darcel, je reviens encore à celui-là, mais le Life Story de Spider-Man, dans les deux premiers chapitres, tu vois beaucoup plus de Gwen Stacy, tu comprends beaucoup plus son importance en 2 numéros que dans tout le comics là, quoi, en fait. Tu comprends la part qu'elle avait dans sa vie, le rôle qu'elle a joué, comment ils se sont rencontrés, la vie qu'ils ont vécue ensemble et tout, quoi. Donc je trouve ça Hmm. un peu chaud de le rater en un tome complet de 6 numéros et de le réussir en deux hyper récemment en plus. Mais non, mais c'est ça qui est compliqué. C'est vrai que c'est pas un mauvais récit. Moi, j'ai quand même passé un bon moment dessus parce que malgré tout, c'est quand même efficace.
Team Sale, il fait quand même, je trouve, des planches qui sont réussies. Les bastons sont quand même bonnes. Et enfin, on le disait. C'est vrai que moi et Baptiste, on le disait, les premières pages et les dernières pages sont, je trouve, très émouvantes, très réussies. Le dialogue qu'entretient Peter avec cette Gwen qui est décédée, je le trouve vraiment touchant. Parce que, enfin, comme je le dis, on sent à ce moment-là qu'il n'arrive pas à dépasser son deuil, qu'il est encore sur ce décès, quoi, il emporte encore le poids sur ses épaules, en fait. Je sais pas si vous avez trouvé que ces récitatifs-là, puis ces cases de pensée, en fait, que faisait Peter, étaient réussis. Ça veut dire non. Vous m'aidez pas, là, les gars, vous m'aidez pas. Non, mais oui, peut-être. Vraiment, ce truc ne m'a pas marqué. J'arrive pas à imprimer. Oh, vous n'êtes pas sensibles, les mecs. C'est pas possible. Non, mais c'est ça. Moi, là-dessus, je te rejoins complètement, Batsy. Les premières pages, j'étais en mode ah ok, c'est bon. À la fin, je vais chialer. Et à la fin, j'ai pas chialé. C'est ça. Mais c'est pas une question. Et vraiment, enfin, c'est. Giant, j'ai chialé par exemple. Donc, un comics peut me faire pleurer quand il est bien écrit. Il n'y a pas de souci. Ah, attention, on va pas dire que c'est mal écrit. Depuis tout à l'heure, on essaie de dire que c'est quand même bien. Non, c'est bien, mais c'est bien écrit, mais pas pour raconter un deuil et une histoire d'amour. C'est un comics. Il n'a pas de sensibilité, je trouve. J'ai pas ressenti trop d'émotion. J'ai été plus ému dans des visions de Tom King ou de Mr. Miracle, dans ce que ça raconte de la vie, de certains drames et tout ça. Parce qu'il y a une Ah bah forcément, quand on tape dans l'intellectuel, monsieur. Ou surtout quand on tape dans Tom King, pour moi. Mais... On est docteur ou on l'est pas, hein, c'est comme ça. C'est ça. Non mais c'est ça. Non mais enfin là-dessus, pour moi, c'est fondamentalement un beau récit de super-héros dans le sens où il est bien rythmé, il y a des séquences d'action trop présentes, mais c'est un bon récit de super-héros et d'action en fait. C'est à compléter avec d'autres récits sur Gwen Stacy, on va dire. Mais oui, vous pouvez le lire, c'est pas un récit qui est déjà difficile à lire. C'est facile d'accès, pas besoin d'avoir lu plein de comics sur Spider-Man, sur sa vie, etc. Donc, de toute façon, j'ai envie de dire, à 6 balles, c'est pas comme si on perdait grand-chose avec le premier des comics. Quoi. Bon, au moment où l'épisode sortira, je sais pas si ce sera encore dispo, mais... Il y en a encore beaucoup de stocks, en fait. Actuellement, je regarde dans les librairies, pas tout, mais il y a encore beaucoup de stocks de beaucoup de comics, en fait, donc ils ont plutôt bien fait les choses. Puis, elle est assez cohérente. Tous les titres qu'il y a dedans, qu'on les aime ou pas, ils ont tous une aura et une notoriété qui fait qu'ils ont leur place dedans. Donc, contrairement à l'omnibus de Spider-Man que j'ai pas eu, n'est-ce pas, Panini? Tu n'avais pas précommandé chez Excalibur Comics? Non, je n'avais pas encore précommandé. Je pensais qu'il allait y avoir du stock. Et finalement, après, je l'ai précommandé. Non, mais de toute façon, mais ça, ils ont lancé une réimpression de toute façon de Ultimate Spider-Man. Mais justement, je trouve typiquement que si on veut un récit qui est, alors ça retwiste dans tous les sens cette histoire classique qu'on connaît, mais je trouve que là-dessus ça marche bien. L'Ultimate Spider-Man, ça retwiste plein de trucs et là sur le coup, bon alors forcément c'est sur le long cours, donc ça peut se dérouler de manière fluide. Mais l'histoire n'a rien à voir par contre. Hein. Oui, non, mais je dis bien que l'histoire n'a rien à voir. C'est juste que si on veut une réinvention de Spider-Man avec un personnage de Gwen, oui, effectivement, il n'arrive pas à la même chose à Gwen dans l'univers Ultimate. Ouais. Mais justement, je trouve que c'est un bel hommage. Mais il y a effectivement Life Story. Je sais pas si tu l'as lu, toi, Batsy, Life Story. Oui, j'ai bien aimé. Ouais. J'aime bien le fait que c'est court, mais ça raconte toute sa vie. Et ça j'ai plutôt apprécié. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai que c'était réussi là. Il y a un épisode supplémentaire qui doit sortir normalement cet été aux États-Unis, je crois. Donc, ouais. Et puis ils refont le concept Life Story avec les 4 Fantastiques. Donc pareil, on verra ce que ça va donner. Mais ils vont le décliner surtout, je pense, à mon avis. Hein. Putain, s'ils le font sur X-Men, ils ont pas fini les mecs. Hein. Oui. Non, mais c'est pas mal. Au moins, ça te permet de voir toute la vie de Spider-Man sans avoir acheté je ne sais pas combien de tomes. Ouais, sauf qu'attention, cette idée est vraiment sympa. Passer les 2 numéros, ça n'a plus rien à voir avec l'histoire d'origine. Hein. Oui, après, bon, je le connais pas par cœur, mais... C'est qu'il réinvente le truc, il veut raconter sa vie, mais du coup, il la réadapte pour raconter une histoire d'un personnage qui vieillit, et ça, c'est... On est dans une manière de raconter. Ça, on part sur l'Uchronie un peu, mais c'est intéressant, je trouve. On est dans une réalité parallèle, hein, on n'est pas dans le... Voilà.
Mais du coup, tu disais, toi, Fred, qu'il y a des problèmes de cohérence vis-à-vis de l'époque dans Spider-Man bleu. On a déjà parlé du caractère de MJ. Je ne sais plus. Mais c'est vrai que je sais pas comment Gwen était à l'époque. Enfin, moi, j'ai pas lu de récit avec Gwen en fait à l'époque, donc je sais pas trop comment elle était, son caractère et tout ça. Donc, Ouais, grosso modo, on reste là-dessus. Hein. C'est Gwen qui est un peu plus effacée, studieuse, etc. Et MJ qui est la fêtarde invétérée, qui cache des blessures. Bon, si vous avez vu les films de Sam Raimi, vous savez ce qu'il en est de sa famille, etc. Voilà. Et effectivement, au bout d'un moment, elle finit par s'assagir. Il y a début de relation, puis cassage, puis retour, puis projet de mariage, puis en fait non, puis en fait oui, etc. etc. Ça, c'est bon, évidemment, ça dure depuis 50 ans, donc il y a eu le temps d'avoir quelques rebondissements. Après, par contre, il y a des éléments qui sont pour le coup repris tels quels, qui font pour le coup bien date de cette époque. Le moment où le vautour se fait presque assassiner, se fait piquer un de ses costumes par un copycat, on va dire. Le moment où Flash décide de s'engager dans les Marines, il me semblait que c'était un peu plus tard, mais bon, c'est peut-être à ce moment-là, etc., etc. Enfin, il y a quand même des moments où, effectivement, qui sont charnières dans les gens qui forment l'entourage de Spilett qui sont là. Donc bon, au moins pour ça, j'ai envie de dire, je coche la case. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est un récit qui essaie un peu de célébrer cette époque de fin de l'innocence en fait, qui sera marquée par la mort de Gwen, parce que il y a tous ces personnages classiques, tout cet entourage qu'on connaît de Spider-Man qui agit de la manière dont on le connaît. Enfin, Flash est le harceleur, et donc, il y a plein de moments aussi charnières qui sont, même s'ils ne seront pas montrés, ils sont fortement suggérés à certains moments. Donc je pense que Jeff Lubb, il a vraiment voulu écrire ce récit comme une espèce d'hommage en fait à cette fin de l'innocence en fait, et peut-être en essayant de la désacraliser un peu, du coup en caricaturant un peu MJ, en la montrant très farouche, en effaçant Gwen parce qu'elle était déjà effacée à l'époque, parce qu'elle était très studieuse, donc en l'effaçant encore plus, en se concentrant que sur Peter. Mais du coup, je sais pas si c'est. C'est vrai que moi, j'ai pas trouvé ça réussi. Je comprends qu'on puisse adhérer à ce concept, mais c'est vrai que moi, j'ai pas. Enfin, c'est pas comme ça que je voyais les choses. Donc, écoutez, je sais pas. Est-ce que si vous avez des choses à rajouter ou pas, sinon on va pouvoir passer à la conclusion, je pense. Ah. Après aussi, tu as le dessin. Ça plaît ou ça plaît pas. Ça, c'est Tim Sale. Moi, pour ma part, le Spider-Man, je le trouve très bien dessiné dans ses actions. Les visages, moins, par contre. Ouais, Tim Sale a un problème de proportion dans les visages. Il faut qu'on m'explique pourquoi les côtes sont plus larges que la taille, que même au bout d'un moment. Oui, là, sur la couverture, oui. Ah oui, j'ai oublié de parler de la couverture. La couverture, elle est dégueulasse. En plus, le détourage, il est immonde. Je me suis demandé si c'était fait gonfler les côtes ou si c'était fait poser une paire de seins. T'as jamais fait ça, toi? Dans le nombril, tu te mets une pompe à vélo, puis tu verras, ça gonfle. Ouais, intéressant. Je déconseille très fortement et je me désolidarise de ce qu'il vient de dire. Pour les blagues qu'on aura, je n'approuve pas. Non, mais c'est vrai, la couverture. En plus, sur la couverture, du coup, c'est un zoom d'une des cases du comics, donc déjà, c'est le genre de truc, faut absolument pas le faire. Ah, ouais, le détourage, il est dégueulasse. Je blague pas, j'ai vraiment regardé la couve une seconde, j'ai dit attends, c'est Spider-Girl, c'est Spider-Man, je comprends pas. Il a un corset. C'est ça, il a un corset. Non, mais c'est exactement l'impression que j'ai eue pendant un long moment. Mais Tim Sale a cette tendance-là, enfin, t'en parlais toi, Fred, de faire des proportions très étranges. Oui. Donc quand il a tendance à exagérer tout ce qu'il y a, certains arrondis, des fois les épaules, les coudes, ça peut popper un petit peu n'importe où sur ces lignes curves. Donc effectivement, de temps en temps, ça fait des trucs chelous. Ouais, c'est vrai que la planche dont parlait tout à l'heure Dr. Comics de Batman Rebirth, je vois laquelle c'est, et en effet, Batman, il a des gros soucis de proportion à peu près à tous les niveaux. Ah oui, non, c'est Puis je crois qu'il y a Catwoman aussi dans cette planche, et c'est pareil, c'est pas très. Ouais, c'est ça, elle est au-dessus, là, sur la gargouille, là, en train de lui mettre la corde au cou, là, en mode. Ouais. Non, il y a un truc qui va pas, quoi. Il a un côté légende, ouais, mais il y a quand même des grosses lacunes dans son travail, quoi. J'entends tout le monde dire que du bien et tout le monde critique, par exemple, John Romita Jr., parce qu'il a raison sur certaines choses, mais pour moi, il y a autant de problèmes dans le boulot de Tim Sale que John Romita Jr.
Ouais, mais à la différence, je trouve que Team Sale a un trait. Enfin, je rejoins du coup Batsy. Je trouve que, enfin, c'est dynamique Team Sale et du coup, ça me plaît plus. Romita Junior, c'est statique de ouf, même quand ça essaie d'être dynamique. Donc, Oui, c'est sûr qu'il y a une différence. Et puis c'est sûr que Team Sale a des moments assez incroyables. Mais ouais, c'est assez inégal aussi, quoi. Pour un artiste de légende, je trouve que. Je sais Alors pas. moi, Team Sale, artiste de légende, je suis désolé, j'adhère pas. Hein. Ah, Vous moi aurez non pas, plus, je suis d'accord, ouais. ouais, je suis d'accord vous avec aurez toi. pas ma voix. Hein. Alors, moi, perso, à part Kit, j'ai jamais entendu personne dire que c'était un artiste de légende. Donc, D'accord, bon, Enfin, ça Team va. Sale, on entend beaucoup. Enfin, Team Sale, enfin, à chaque fois j'entends des trucs, quand tu vois même en VO, Team Sale revient. Enfin, il y a des gens qui sont hyper. C'est une légende un peu qui revient dans l'industrie, quoi, tu vois. ouais, mais ça s'appelle le syndrome de Stockholm, ça. Ah, c'est ça. C'est comme Frank Miller. Bon, C'est des gens qui sont c'est un prisonniers. peu mieux que Frank Miller. C'est un petit peu mieux que Frank Miller, mais on va pas non plus. Non, Ça Frank peut Miller, devenir récent. c'est possible. Après, Frank Miller, aujourd'hui, c'est une catastrophe. Hein. Bah, pour te dire à quel point je n'aime pas son dessin, c'est que j'ai pas lu. C'est Batman. Je peux pas. Ouais. J'arrive pas. J'ai lu 2 pages, ça m'a. Je sais pas. J'arrive pas. Eh ben, tu sais quoi, tu feras, quand on fera The Dark Knight Returns, tu feras un petit guest, juste pour Voilà. dire que t'aimes pas. En Et fait, je pense qu'on donnez-moi juste le invitera. scénario, pas les dessins, Ouais. juste le scénario. Ouais, mais non, mais après, Frank Miller, pour le coup, je peux comprendre qu'on n'adhère pas à Frank Miller, mais je trouve qu'il a un style qui est quand même assez marquant sur certains, notamment sur certaines planches. Dans The Dark Knight Returns, il y a vraiment des planches qui sont pour moi bluffantes, Ouais, bah, mais surtout je que comprends ça totalement qu'on a été n'adhère pas. fait, quoi. J'ai toujours préféré son Sin City, mais bon, pour moi, Dark Knight, ça va, ça passe. Ouais, ouais, non, mais Sin City, Sin City et 300 pour moi, c'est ces trucs. C'est ces trucs de légende, quoi. Je suis pas fan du scénar, mais niveau artistique, ça tabasse. Mm. Alors que The Dark Knight Returns, c'est l'inverse. Je préfère le scénario au dessin quand même. Ouais, je Enfin suis bref, on assez n'est pas d'accord. là pour parler de Frank Miller. Trop tard. Trop tard. Mais ouais, non, mais enfin ouais, Tim Sale, il a un style très particulier. Et effectivement, je trouve pas que ce soit forcément un artiste de légende. Mais enfin là, sur Spider-Man bleu et sur Daredevil jaune, du coup, je le trouve assez efficace. Vraiment, Mm. il y a des trucs qui vont pas, clairement. Mais franchement, c'est dans le haut du panier de son taf. Mais bon, après, moi, je suis plutôt client de Team Sale, même si je reconnais que depuis quelques années maintenant, c'est vraiment très très moche ce qu'il fait. Mais je suis quand même plutôt client de son taf. J'aime bien les artistes qui jouent beaucoup sur les ombres et les aplats. Donc, Parce que oui, c'est comme c'est assez ancien, il y a quand même il y a des bonnes choses dedans, quoi. C'est pas ses travaux d'aujourd'hui, donc il avait encore un coup de crayon qui était vraiment des fois très intéressant sur Spider-Man bleu. bah écoutez, si, euh, si vous pensez qu'on a fait le tour, on va pouvoir passer Mm. à notre conclusion. Allez, Ouais, sinon let's go. Baptiste va rechanger d'avis, sinon encore. Donc, Ah, on c'est va ça, regarder c'est carrément. c'est- c'est le test. Est-ce qu'on a fait changer d'avis à Batsy? Mais d'abord, Batsy, Batsy, il faudra que tu nous dises ce que c'est un indispensable pour toi. Et ça, c'est une question pas facile. Mais Ben, pour Ah. moi, c'est un récit qu'il faut lire sur le personnage. Après, que ça soit mythique ou pas, peu importe. Je trouve que ben, pour moi, c'est une partie de sa vie, on va dire. Mm. Comme celui-ci, c'est un peu une partie de sa vie, même oui, il a des défauts, mais il faut le lire, quoi. Ok. C'est quand même, ça raconte entre guillemets la mort d'un personnage de sa vie et pour moi c'est ça un indispensable. Après, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis d'accord avec toi, sauf pour mettre celui-là comme indispensable. Mais sinon, je suis oui, d'accord. non, je ne mettrais pas, je mettrais plutôt le life story à la rigueur, Mais je suis d'accord avec toi on sur la va dire. définition, c'est typiquement ce que j'ai, quoi. C'est un récit important qui est culte et qui a marqué le perso, même s'il y a des défauts, voilà. C'est ce que j'avais pour Mm. Civil War, par exemple, quoi. Il y a beaucoup de défauts dedans, mais ça reste une œuvre majeure dans l'histoire de Marvel. Mm. Et toi, Fred, c'est quoi un indispensable pour toi, Fred? Ah ben, un indispensable, c'est quelque chose que tu ne peux pas te permettre de ne pas lire. Il a ouvert le dictionnaire, C'est c'est ça l'origine indispensable. en fait. Il lit une définition, en fait, c'est ça qui est terrible. Et du coup, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas lire Spider-Man bleu? On peut se permettre de ne pas le lire, ouais. Mais si vraiment tu cherches quelque chose sur Spider-Man des années 70, que tu n'as pas envie de te taper les intégrales et que évidemment tu vas peut-être pas dépenser des milliers d'euros à essayer de refaire une collecte de Strange ou je ne sais quoi, pourquoi pas, aussi imparfait que ce soit, voilà. Surtout à ce prix-là, si vous le trouvez dans cette édition-là, Ouais, à 6 €, c'est intéressant. Ça reste un récit tout à fait intéressant à 6 €. c'est ça, en point de vue rapport qualité-prix, on est pas mal. Mm.
Au prix d'un kilo de poireaux, on peut se faire plaisir sur un Spider-Man Blue. Le poireau, c'est plus ce que c'était, c'est terrible ça. Ah, mais c'est du bio, moi, attention. Ouais. Et du coup, Bapti, pour toi, t'as dit que c'est pas un indispensable, c'est ça? Si, là. J'ai envie de dire, lisez les premières pages et la fin. Du coup, ça commence à revenir cher à la page, là, par contre. Après, pour le prix, ça va. Certes, j'aurais été plus déçue de mettre 30 €, en sachant que j'ai pas vraiment trop aimé le Daredevil. Bon, ça passe, mais voilà. Je regrette pas de l'avoir acheté, en fait. Mais c'est sûr que c'est pas un hommage à 100% sur Gwen Stacy, quoi. Après, je trouve que oui, il faut le lire pour ce prix-là. Pourquoi s'en priver? Après, je sais qu'il y a des meilleurs récits sur Spider-Man, mais dans l'ensemble, ça va. Avec beaucoup de défauts, mais dans l'ensemble, ça va. Pour être un tout petit peu plus constructif, je trouve que ça se prend les pieds dans le tapis. On n'est ni sur un récit où on parle de la relation avec Gwen, on n'est ni vraiment sur le deuil, on n'est ni vraiment sur sa relation avec MJ, on n'est pas non plus dans l'aventure. Enfin, on est un peu dans tout ça, mais comme je disais, la mayonnaise ne se fait pas, de mon côté. C'est assez dur de le défendre face à vous. Ouais, mais ça se Surtout pour un premier podcast. Surtout pour un premier, ouais. On est des gros bâtards de la descente de comics, donc... Même pas. Franchement, on en a pas flingué beaucoup pour l'instant, vraiment. Franchement, je crois qu'à part Fable et peut-être un autre, je crois que c'est. Ouais, peut-être moi Civil War, je sais que je l'avais pas mis en indispensable, mais sinon ça va quoi. 4 sur 12 épisodes. Non, mais on va s'en préparer un petit, là, je t'attends au tournant tu vas voir, on va s'amuser. Ah, sur Batman Metal, oui, c'est vrai. Tu as lu Batman Metal, Batsy? Absolument pas, il m'intéresse absolument pas. Bah, t'as bien raison. Voilà, j'ai pas envie de gaspiller mon argent. Ah putain. T'es encore moins invité, voilà. Oh là là, putain. Ah non, mais on va le faire maintenant que le dernier tome de Batman Death Metal a été publié. On va pouvoir revenir sur tout le run de Snyder à partir de Batman Metal. Et, bon, du coup, pour toi, Dr. Comics, c'est pas un indispensable, on est bien d'accord? Non, pour moi, non. C'est un récit sympathique qui, voilà, si vous avez l'occasion, si vous aimez Spider-Man, vous voulez. Toujours, quand on est collectionneur, on a envie de compléter et de se faire sa petite collection, qui est des récits indispensables ou pas, et donc du coup, voilà, vous pouvez vous laisser tenter. C'est pas quelque chose que je vous déconseille, mais voilà, pour moi, c'est clairement pas un truc indispensable à lire. Et surtout si on n'est pas fan de Spider-Man. Je vous recommanderais autre chose, quoi. Ah oui, si vous n'êtes pas fan de Spider-Man, passez votre chemin, clairement. Ah ouais, c'est clair, non mais oui, soyez pas non plus. Ça, c'est vrai parce que ça coûte 6 balles. On peut dire des fois, il y a des récits sur un personnage, même si vous l'aimez pas, allez-y, parce qu'il y a quand même un truc en plus, quoi. Il y a quand même quelque chose qui fait que ça va au-delà du personnage. Là, pas du tout. C'est vraiment un récit Spider-Man. Je vous rejoins. Je rejoindrai assez bien l'analyse de Fred. Au final, c'est un récit qui se prend complètement les pieds dans le tapis. En fait, il veut trop en faire et au final, il n'arrive à rien faire, je trouve. Donc ça se laisse lire, c'est agréable. Plus ça se lit vite. Donc ça, c'est un avantage quand même. C'est pas mal. Mais ouais, c'est pour moi tout ce que le récit entreprend, il le foire. Donc du coup, c'est pas du tout un indispensable pour moi. Mais paradoxalement, ça reste un récit qui est sympathique à lire. C'est un peu tout le paradoxe de la chose, quoi. C'est que malgré tout, c'est sympa. Et effectivement, à 6 balles, c'est pas forcément très onéreux, on va dire. Donc vous pouvez aller dessus. Après, si vous pouvez pas tout prendre dans le printemps des comics, il y a d'autres titres, à mon avis, qui valent plus le coup que ça. Mais bon. Et lesquels, par exemple? Le Thanos, le Venom, même la vie de Captain Marvel, qui est pas forcément ouf, je trouve meilleur sur le côté intimiste que Spider-Man bleu, quoi. Ouais. Il est très sympa aussi, c'est vrai que c'est l'occasion de le découvrir, celui-là il est très sympa aussi. La vie de Captain Marvel? Ouais, c'est encore une réécriture, par contre, encore, ça m'agace, mais bon. Ah pour le coup, pour pas trop déborder, je trouve que la réécriture est intéressante sur le parcours de vie de Captain Marvel, mais je trouve ça plutôt intéressant dans ce qu'ils essaient de faire avec le personnage. Mais non, je dis pas le contraire. Hein. Mais oui, la réécriture, c'est chiant. Bon, j'ai envie de te dire que c'est des comics. Donc... En fait, ça me dérange pas quand ils bouchent les trous, quand ils se servent de trous de la vie pour ajouter des choses, voilà, qui n'avaient pas été écrites. Quand ils virent des trucs ou quand ils changent tout, au bout d'un moment, comment je fais, moi Bon, je deviens schizophrène. Eh ben, écoutez, on va s'arrêter là, je pense. Je pense qu'on a bien fait le tour, bien débriefé, mine de rien. Ce récit, c'est vrai que ça n'a pas été facile pour toi pour la première Batsy, j'en suis désolé. Kit n'a pas pu être présent, sinon il aurait défendu le titre ardemment, je pense.
Non, mais c'est bien d'avoir plusieurs points de vue. Ouais. Mais j'ai oui, pas bah, non, compris, mais- du coup, Batsy, t'as aimé ou pas? Oui. Oui, malgré On dirait- tout, oui, j'ai aimé. J'ai lu des trucs bien pires. Par exemple, donne-moi un exemple. Bah, la saga du clone, j'ai pas du tout aimé. Ah oui, non, mais ça, c'est une grosse merde. Donc, Ouais. oui. Ah si, là, l'exemple simple. Après, pas j'ai si on pas en parle. dit en tête. Ah, je sais pas si on en parlera un jour de la saga du clone, mais ouais, putain, quel enfer. J'ai lu ça pendant le premier confinement l'année dernière. Oh là là. Ah bah je suis J'avais pas les là pour dit. celui-là, je crois, pour l'enregistrement de celui-là. Je te l'avais dit, je crois. J'ai pas le temps. Je crois que j'ai pas né ce jour-là. Mais voilà. Ouais. Il y a des trucs à sauver dans cette saga, il y a des trucs. Non, mais oui, je suis d'accord avec des trucs. Il y a des trucs à sauver, mais c'est tellement trop long pour ce que ça a raconté. Ouais, par contre, c'est extrêmement long et chaotique, ouais. Ouais, c'est ça. Bref. Eh ben, écoutez, alors Fred, l'actualité de show, c'est toujours l'émission sur Avengers, c'est ça? Exactement. Désolé, j'étais obligé. Mais on tourne demain, tu vois, ça avance. Ah, donc ce sera peut-être sorti d'ici à ce que l'épisode sorte. Ça sera peut-être sorti avant la fin du mois. Après, il faut pas rêver. J'ai quand même beaucoup de post-prod derrière. Donc, Docteur Comics, qu'est-ce que tu as à nous teaser comme peut-être review, je sais pas, ou une lecture à conseiller aux gens? Bah review, comme j'ai dit, il faut que je termine le death metal quand même, parce qu'il faut bien mettre un point final à cette histoire. Au bout d'un moment. Non, puis sinon, il n'y a pas de. J'attends énormément le We Only Find Them Where They're Dead, qui va arriver chez iComics début juillet. Et donc, je Ouais. serai sur la review normalement. Donc, et que, voilà, sans vous spoiler, mais voilà, vous pouvez vous attendre à du très, 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 très lourd. C'était une grosse claque quand j'ai commencé à le lire en VO. Donc, voilà, ça, c'est vraiment le truc que j'attends impatiemment. Et puis sinon, voilà, là, je suis sur de la BD qui vient de sortir que je peux vous conseiller. Je vais faire la review sur le site de la BD Phobos chez Glénat, qui était un roman à la base de Victor Dixon qui a eu énormément de succès, qui est un peu une sorte d'émission de télé-réalité où des jeunes gens, des hommes et des femmes vont partir sur Mars pour coloniser Mars. Et il va y avoir en fait une sorte de speed dating dans la navette. C'est une émission de télé-réalité un peu romantique et des couples vont se former. Et il y a toute une intrigue derrière, un peu cachée, sur quelle est cette corporation, pourquoi elle fait ça et tout ça. Puis ça traite de beaucoup de thématiques sociales. Et c'est une adaptation BD là du coup qui sort chez Glénat qui est vraiment très 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 cool. Et que voilà, je vous conseille fortement parce que ça m'a beaucoup plu. Ah bah on fera la review à deux, tiens, parce que je l'ai lu aussi et j'ai pas le même avec toi. Ça m'aurait étonné, tiens. Alors que moi j'ai lu les romans, j'aime bien les romans, mais la BD j'ai trouvé ça. Ah, bah ça c'est intéressant à parce que j'ai pas lu le roman, tu vois. Ouais, donc, Non, enfin bref. Vous verrez quand on aura publié la review du coup. Et Batsy, toi du coup, t'as des reviews, des lectures, des choses J'ai à conseiller? enfin fini l'article sur les trading cards. Enfin. Ah yes. Donc je vais le remettre au propre et je vais le poster du coup. Et après, question pour mon blog personnel, là je suis en train de lire Flashpoint, le prélude. Ouais. Et aussi le livre sur Resident Evil, les 25 ans, sorti chez Omake. Ok. J'ai hâte de le lire aussi, voilà. Ok, et bah ouais, du coup, et c'est vrai que j'ai oublié de préciser, mais on te retrouve en effet avec des chroniques sur lescomics.fr, mais aussi sur ton blog la caverne de Batsy .wordpress.com, je crois, c'est ça? Voilà, oui, c'est ça. Et du coup, oui, on te retrouve aussi pour des articles collection sur lescomics.fr avec les trading cards notamment. Donc, Ouais. voilà. Et bah écoutez, merci à vous pour cette émission, ce fut fort sympathique. Mais avec Et grand puis, plaisir. bah, le plaisir est toujours partagé. Et j'espère que vous, de l'autre côté, dans vos petites oreilles, ce fut un moment agréable aussi pour vous. N'hésitez évidemment pas à vous abonner, à commenter, à partager cet épisode. C'est comme ça qu'on peut, qu'on sait si ça vous a plu et qu'on continue à faire ce genre d'émission. Voilà. Et donc voilà, on se retrouve bientôt sur lescomics.fr et on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao. N'hésitez pas à nous défoncer dans les commentaires. N'hésitez pas à dire que Batsy avait raison. Allez, des bisous. Bye bye. Ciao.